J'ai d'abord entendu Petrouchka lorsque j'avais 6 ou 7 ans en Bulgarie, joué par un très grand artiste, dont le nom m'échappe actuellement, c'était un russe, je crois, dans un récital. Et j'ai été ébloui évidemment par l'œuvre, que j'avais entendue avec orchestre, bien sûr, pas au piano. Et j'ai fait chercher la musique par quelqu'un, ou ma mère, ou quelqu'un de la famille. Ils n'ont pas trouvé la musique. On a dû la commander à New York, ce qui n'était pas facile. C'était presque déjà la guerre. Il était très difficile d'obtenir cette musique. Et un jour, une pianiste roumaine est venue donner des concerts qui s'appelait Erika Vosko, qui a joué 2 œuvres qui m'ont énormément intéressé. L'une, c'était le Nocturne pour la main gauche de Scriabine, qu'elle a joué parce qu'elle était handicapée de la main droite. Donc tout le récital, c'était des œuvres pour la main gauche. Et ensuite, elle est venue dîner chez nous. Et il était à un certain moment question de ce Petrouchka. On a parlé de répertoire, de choses, évidemment. Je commençais à jouer du piano, je ne connaissais rien. Et la musique m'est parvenue. Elle a envoyé de Bucarest directement à Sofia, un mois plus tard, je crois. J'ai ouvert la partition, je l'ai refermée comme si j'avais touché au poison, un enfer lisible, parce que je me suis dit c'est injouable. Même dans 10, 15 ans, 20 ans, il y a trop de notes, on n'a pas ce genre d'accord entre deux mains, il faut une troisième. Et quelque part, ce n'est pas tout à fait faux, parce que Petrouchka Piano est une version faite 10 ans après la version orchestre, ce qui fait que il a voulu maintenir toutes les notes de l'orchestre dans les 2 mains du piano, du pianiste. Et ça, c'est un peu cruel de la part de Stravinsky, qui avait cette cruauté intelligente. Mais j'ai découvert avec le temps, je vous parle maintenant de plusieurs années plus tard, lorsque j'ai commencé aux États-Unis à travailler beaucoup de choses de répertoire différentes, j'ai repris Petrouchka, et je me suis donné du courage, et j'ai ouvert la première page, et j'ai commencé à le lire au piano. Il y a pour moi, il y a toujours eu 2 sortes de compositeurs. Pas meilleurs ou pires, mais avec les meilleurs et les pires et les moyens, 2 groupes, c'est-à-dire ceux qui ont très bien joué d'un instrument et qui ont très bien écrit pour cet instrument parce qu'ils ont morphologiquement et musculairement l'intelligence de savoir comment est écrite une œuvre parce qu'ils jouent d'un instrument. Il y a d'autres, parfois des génies très importants, qui étaient certainement des pianistes, dans le cas du piano, maladroits, et qui ont écrit maladroitement, parce que souvent vous entendez les plus grands artistes du monde vous dire ça c'est injouable, pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce qu'il n'y a pas de logique physique derrière l'écriture. Stravinsky était un de ceux qui connaissaient le piano très bien, ce qui fait qu'il n'a pas fait une transcription de l'œuvre orchestrale, il a réécrit absolument, note par note, tout à fait pianistiquement cette œuvre. Et si on a la patience et aussi la coordination qu'il faut, de s'attarder sur cette œuvre avec une espèce de certitude qu'on va y réussir, au moins à la dominer, je veux dire, on n'est pas loin de la vérité. Donc ça m'a permis de la travailler très jeune. Je crois que c'est une œuvre qu'il faut assimiler extrêmement jeune, parce que plus tard, il y a d'autres problèmes qui n'apportent pas grand-chose à ce genre de travail, qui peuvent au contraire alourdir de crainte et de doute certaines choses. Certaines œuvres qu'il faut apprendre très jeune, et qui ensuite restent vraiment dans le système, incorporées d'une manière inviolable. Donc j'ai la chance surtout de pouvoir m'attarder sur Petrouchka très jeune. Et ensuite, ça faisait partie de mon répertoire pendant des années, où de temps en temps, tous les 3-4 ans, je le reprenais comme œuvre. Il est arrivé un jour que je programme cette œuvre dans un récital que je donnais à Stockholm. Et après le concert est venu un monsieur me voir, qui s'appelle Ake Falk, et qui m'a dit qu'il avait très envie de filmer cette œuvre, et est-ce que j'accepterais. Et je suis rentré à la maison, je me suis remis à la travailler plus encore, pour être sûr que je pouvais faire face à ce genre de challenge incroyable. Et je me suis présenté au studio pour faire ce tournage qui était fait avec le playback qui avait été enregistré préalablement. Et on a pris à peu près une dizaine de jours, si je ne me trompe, pour finir le film, ce qui est une énorme quantité de travail. Évidemment, puisqu'il s'agissait du playback, c'est-à-dire d'avoir une synchronisation quasiment parfaite avec le piano. Pour ceci, ils ont construit un piano sans son, c'est-à-dire le clavier marchait parfaitement, les marteaux marchaient parfaitement, il n'y avait pas de cordes qui résonnaient. C'est un piano qui a été construit pour cette émission, ce qui est déjà une folie sympathique. Et j'ai dû tout de même travailler une ou 2 heures avant chaque séance pour être sûr que je pouvais jouer sur ce piano, parce qu'il est extrêmement désagréable d'avoir une écoute, puisque je ne pouvais pas avoir des choses à l'oreille.
et que je ne pouvais pas faire un playback non filmé. Au contraire, étant filmé physiquement, il fallait que je joue avec un playback très, très lointainement joué par des haut-parleurs et synchronisé avec ces haut-parleurs. Donc ça a pris quelque temps d'adaptation qui finalement, je pense, a réussi. Ça a permis, étant donné que ce n'était pas en direct, aux caméras de bouger, il y avait 3 caméramans, de bouger tout le temps autour du piano, même avec les câbles qui faisaient du bruit, de ne pas être gêné par ce genre de choses, puisque le piano ne jouait pas en direct. Petrouchka a été entièrement concentré sur cet îlot de lumière et de noir et blanc et d'ombre qu'il a su créer autour d'un instrument. Et je crois, je fais la parenthèse, que jamais un piano n'a été filmé aussi spectaculairement. C'est-à-dire, on montre pour la première fois le côté artisanal d'un instrument, parce que les gens ne se rendent pas compte et ne pensent pas que ce colosse d'instrument, d'abord, n'est atteignable pour nous que par un toucher, c'est-à-dire que nous avons 1 millimètre sous les doigts, qui peut vibrer ou pas, dépendant de notre volonté. Et c'est fou ce que la volonté joue, parce que lorsque le cerveau décide de faire un legato, ce qui en principe semble infaisable, puisque si vous dites à un mathématicien, par exemple, comment est construit un piano, et vous lui dites on aimerait beaucoup chanter sur cet instrument, il va vous dire monsieur, vous vous foutez de ma gueule, partez parce que ça ne m'intéresse pas. Puisque un marteau n'est pas supposé chanter, et un marteau frapper 2 fois moins. Mais lorsqu'il y a un doigt sur un clavier et qu'il y a un autre doigt qui suit, et qu'entre les deux on crée une tension non seulement musculaire mais mentale, pour qu'il y ait une interdépendance sonore, on obtient effectivement une qualité chantante, une qualité riche d'harmonique qui permet à donner l'impression à quelqu'un que nous sommes en train d'essayer de chanter ou de dire quelque chose de très personnel et de très doux. Alors, le fait que Petrouchka a été fait entièrement en playback a permis à ce que l'on décompose presque le piano, on le remette à l'état de fabrication, puisqu'à un certain moment, on voit l'intérieur de l'instrument, on voit les marteaux travailler, ce qui était facile naturellement avec un piano insonore, et on voit tout ce qui se passe dans un instrument lorsque ce millimètre et demi justement de toucher s'adresse au clavier. Mais on ne pense pas souvent à ce contraste colossal qui existe entre ce monstre et tout simplement le fait que par un doigt, on peut obtenir la volupté des sonorités différentes. Et Petrouchka, naturellement, permet ce blanc et noir beaucoup plus parfaitement que certaines œuvres romantiques ou modernes. Modernes, certainement, mais romantiques, certainement pas. J'ai vu des émissions où on voit parfaitement, d'abord, à cause de la qualité de l'artiste qui joue de l'instrument, combien il est difficile de jouer du piano et comme c'est bien filmé. Mais nous sommes arrivés à une époque où il est de moins en moins possible d'avoir l'argent qui correspond à ce genre de dépenses, c'est-à-dire d'investissement. Un film qui fait 10 jours de playback avec les caméramans et tout ça est presque inconcevable aujourd'hui, budgétairement, par les télévisions. Je le regrette beaucoup, parce que je pense que c'est le meilleur moyen d'atteindre le vrai public. Et c'est le meilleur moyen d'éveiller la curiosité des jeunes qui aiment savoir comment est fait quelque chose, qui aiment savoir le côté vraiment artisanal, touche les jeunes et touche les gens parfaitement. Je trouve que c'est une erreur de filmer un concert comme si on était dans la salle de concert, contrairement à beaucoup de gens qui ne pensent que ça, les puristes qui croient que c'est le seul moyen. Je trouve que si on peut entendre un concert, les gens préfèrent toujours voir le concert. Mais si on fait déjà, on a le privilège de pouvoir en faire un document télévisif ou de film, il serait intéressant de montrer des aspects que le public ne peut jamais voir. Pas nécessairement de montrer le piccolo lorsqu'il joue et le violoncelle lorsqu'il joue. Ça, c'est ennuyeux et ça n'a aucun intérêt. Parce que ça a un côté explicite qui n'a aucun intérêt. La musique ne peut pas se permettre le luxe d'être explicite. Elle est une forme de magie. Et je crois que les caméras ont ce pouvoir fantastique, lorsqu'ils sont dirigés par quelqu'un qui sait le faire très bien, de sauvegarder cette magie et quelque part ce secret. On a vraiment pris la partition de Petrouchka, M. Falk me faisant toute confiance musicale et artistique, lui ayant des idées très, très claires de ce qui devait se faire pour qu'il y ait chronologiquement un développement tendu et intéressant et logique en même temps. Alors, on a fait un découpage, comme on le fait pour un ballet, c'est-à-dire c'était vraiment une chorégraphie montée. D'ailleurs, l'impression que l'on a lorsqu'on voit ce film, c'est comme si ça avait été chorégraphié pour un piano. Et des mains.
Je lui ai expliqué le développement de l'œuvre, c'est-à-dire que dans le troisième mouvement, il y a vers la fin une espèce de folie qui s'installe, un délire qui s'installe, et ce délire est déjà annoncé par plusieurs montées de fièvre différentes pendant toute l'œuvre. Il a parfaitement compris, j'ai indiqué exactement les passages, et peu à peu, on sentait quoi qu'il avait une brillance et une espèce de cérémonie rythmique très prenante dès le départ. Il a su garder l'éclat final parfaitement au point de vue image pour que la fin, qui est vue de très haut naturellement, finisse l'œuvre dans la folie totale, je veux dire, artistiquement. Et ça, c'était très beau. Sans faire tourner le piano, faire des choses que quelqu'un d'autre aurait fait, ça aurait été de mauvais goût. Mais il donne, en s'éloignant du clavier vers la fin de cette émission, il donne vraiment l'impression que le tout s'envole par une fenêtre où il y a le feu, où il y a l'autre monde qui existe, une chose vraiment de sorcellerie artistique. Et ça, c'était très beau de la part de Falk. Il a très bien compris.